je veux parler d'un sujet assez important, il me semble, qui est la confiance. Je vais montrer comment ce régime s'est attaqué à cet élément fondamental qui fait que les gens réunis peuvent travailler ensemble. Alors que cet élément-là manque, c'est très difficile pour les hommes de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir avoir des objectifs communs, mutualiser les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, la confiance, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans tout ce que nous faisons, dans l'intention de pouvoir atteindre les objectifs qui sont les nôtres, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin ou ailleurs en Afrique, quoi. Donc, la confiance est quelque chose de très important. Donc, on me pose la question de savoir quel est mon avis sur la monnaie éco. Pour moi, il faut que les Africains cessent de rêver, quoi. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'État véritable en Afrique, les attributs de la souveraineté tels que la monnaie ne seront jamais quelque chose de réel. Voilà, tout simplement. Donc, l'éco, c'est juste le changement du nom du franc CFA. Voilà. Et quelques petits aménagements parce que le système sentant la pression monter énormément, sentant la colère monter dans la population, et puis que ce sujet du franc CFA étant de plus en plus accessible à la population, parce que pendant longtemps, ce sujet a été cantonné dans des milieux spécialisés. Maintenant, avec la popularisation de cette thématique, tout d'abord par un certain nombre d'enseignants tels que d'abord Chungjiang Puemi, Nicolas Agbohou, plus récemment le professeur Noubouko qui aussi s'est saisi du sujet, et la popularisation de cette thématique par des gens comme Kémy Séba et autres. Nous aussi, nous avons traité cette thématique pendant longtemps avant de pouvoir, disons, un peu l'abandonner parce que nous avons compris que la monnaie est un attribut de souveraineté et puis on ne peut pas vouloir avoir une monnaie souveraine et autonome dans un cadre colonial. C'est pour ça que nous œuvrons d'abord pour faire en sorte que l'État africain soit réel afin que les attributs de souveraineté puissent lui être donnés. Donc, disons clairement que sentant que la pression monte dans l'espace CFA, la France a décidé de lâcher un peu de l'Est, donc faire une concession sur le nom pour mieux garder les principes de fonctionnement de cette monnaie qui est le franc CFA. Donc, l'éco, c'est juste le changement de nom du franc CFA, pas plus. Il ne faut pas que les Africains crient dans tous les sens victoire en pensant que l'éco va révolutionner les économies africaines. Les économies africaines ont des fragilités structurelles de longue date. Ce sont sur ces fragilités-là qu'il faut travailler, à commencer d'abord par la constitution même de l'État africain. Si l'État n'existe pas, on ne peut pas avoir une monnaie souveraine et forte qui, disons, oriente l'économie vers la satisfaction des besoins endogènes. Donc, tant que l'État africain sera l'enclos colonial destiné au compas et à l'équerre du colon à la conférence de Berlin, puis sur le terrain concrètement par des accords inter-impérialistes, intercolonialistes, eh bien, nous n'aurons pas de monnaie véritable en Afrique. Donc, tout ceci participe au détournement des enjeux réels. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord se battre pour libérer les États africains de leur corset colonial. Et c'est lorsqu'on aura de véritables États avec tous les attributs qui accompagnent ces États-là que nous aurons une souveraineté monétaire avec une monnaie qui sera capable de conduire l'économie africaine vers le progrès et la satisfaction des besoins des Africains. Et puis, il faudra absolument réfléchir sur une monnaie qui répond aux besoins du continent entier. Si demain, nous voulons aller vers un progrès et un développement équilibré du continent africain, il va falloir concevoir l'espace africain dans sa globalité comme un espace économique unique. En tout cas, c'est le projet des gens comme Nkrumah. Donc, Nkrumah a d'abord pensé l'État avant de penser les attributs qui devraient l'accompagner. Donc, encore une fois,
il s'agit juste d'un aménagement du franc CFA, dont le nom, tout d'abord, était le franc des colonies françaises d'Afrique. Et lorsque la France voulait juste l'aménager, elle a changé le nom de cette monnaie en disant que CFA, c'est le franc de la communauté financière africaine. Et bien maintenant que les Africains ont commencé à crier trop fort, la France a procédé encore une fois avec le soutien et la docilité, la complicité de ces sous-préfets qu'elle a placés à la tête de ces enclos coloniaux africains, ce qu'elle appelle l'ECO. Voilà, donc on est passé du franc des colonies françaises en Afrique au franc de la communauté financière africaine à l'ECO. Donc il s'agit juste d'un aménagement du nom, quoi. Voilà, donc toutes les structures qui garantissent le caractère colonial de l'économie africaine sont maintenues. Essentiellement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'économie africaine est extravertie. Elle produit des matières premières pour satisfaire l'étranger et l'étranger lui fournit des produits finis qui sont vendus à des prix très élevés. Et donc, c'est l'Afrique qui perd. C'est typiquement le fonctionnement d'une économie coloniale. Et ça va continuer. D'autant que les nouveaux venus sur la scène africaine, que sont la Chine, le Japon, le Brésil, la Turquie, les pays arabes, tout ceci n'entend pas faciliter le progrès de l'économie africaine. Donc, voilà, il faut savoir que tout ceci participe au folklore qu'on entretient pour juste faire prolonger la colonisation. Et c'est là que notre responsabilité est engagée dans le sens de la compréhension et de l'explication de ces phénomènes-là, de ces différentes mutations du projet colonial, avec des aménagements nécessaires pour pouvoir le faire prolonger, pour éviter que les peuples ne s'engagent pas dans le démantèlement complet de l'outil colonial. Donc il s'agit juste d'un aménagement, quoi. Voilà. Donc il faut le comprendre ainsi et nous devons être lucides sur l'ensemble de ces mutations qui ne sont que le perfectionnement d'un système d'exploitation, de domination de l'Afrique et de la confiscation de ses ressources par une monnaie qui n'est pas du tout une monnaie africaine et qui n'est pas du tout faite dans le sens de l'expression de la souveraineté de ces États, puisque les États africains n'existent pas encore. Les États africains restent une conquête à faire. Voilà, tout simplement. Je vais revenir un peu au sujet pour lequel je voulais vous entretenir. Il s'agit de la confiance comme élément essentiel dans la construction d'un mouvement insurrectionnel et révolutionnaire au Togo. La confiance, c'est ce qui lie les gens, c'est ce qui fait que les gens, quand ils se retrouvent ensemble, ils arrivent à déployer leur énergie dans une logique d'atteinte de l'objectif commun qu'ils se sont fixés. Sans cet élément-là, il est impossible aux hommes de pouvoir d'abord réfléchir ensemble sur les problèmes, parce qu'il n'y a pas de confiance. Deuxièmement, de pouvoir mutualiser leurs idées dans la franchise. Ça veut dire que quand il n'y a pas de confiance, les gens disent les choses à moitié. Et puis, troisièmement, s'il n'y a pas de confiance, les gens ne sont pas capables de réfléchir ensemble sur un objectif commun. Quatrièmement, s'il n'y a pas de confiance, les gens sont absolument dans l'incapacité de mutualiser les moyens pour pouvoir viser l'efficacité. Donc, lorsque cet élément essentiel qui est la confiance est brisé, il est absolument impossible pour les hommes de pouvoir travailler ensemble. Ceci étant, et ça c'est une constante encore une fois de l'histoire, c'est que les régimes tyranniques mettent tout en œuvre pour briser cet élément essentiel dans le peuple qu'elles dominent. Voyez, dans le peuple qu'elles aspirent maintenir sous leur corset et dominer de manière durable. Donc, le régime togolais, et ça ne date pas d'aujourd'hui, nous devons le savoir puisque nous avons ce régime au Togo depuis 56 ans maintenant, avec une accélération
du combat citoyen contre ce régime à partir des années 90, ce qui fait que ça fait 30 ans que nous avons ce régime en face de nous, puis que nous essayons de le renverser sans y parvenir pour le moment. Ce régime met tout en œuvre depuis ses débuts pour briser la confiance, les liens de confiance entre les différentes composantes de la société togolaise et ainsi instaurer la méfiance, ce qui lui permet de continuer sa gouvernance, son existence, son déploiement sur des années et des années. Quels sont les moyens que ce régime a mis en place pour briser la confiance entre les compatriotes togolais? Tout d'abord, à l'intérieur du pays, c'est que ce régime a instauré la violence comme méthode de gouvernement. Donc, violence comme art de gouverner le pays, puisque ce régime est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, ce régime a brisé à partir de là l'élan populaire de nos pays et de nos peuples. Donc, l'élément de base, c'est que le régime utilise la violence comme méthode de gouvernement pour briser la confiance des uns et des autres dans le pays. Puisqu'il y a eu meurtre et il y a toujours meurtre au Togo de manière récurrente et de façon continue. La torture, les exactions, les brimades, la violence psychologique, l'arme psychologique de la violence consistant à affamer la population pour la désarmer, la contraindre à la recherche du pain quotidien de manière à la détourner des sujets essentiels. Ça, c'est l'art herpétiste de gouverner le pays. Et ça, c'est quelque chose qui est connu dans d'autres pays africains. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Togo. Donc, premier outil utilisé par le régime pour briser la confiance des Togolais et entre Togolais, c'est l'instauration d'un régime de terreur, de la violence dans tout son sens. Donc, la violence multidimensionnelle, la violence physique, le sang, la violence psychologique, la violence verbale, la violence dans toutes ses composantes. Deuxième outil que ce régime va utiliser et continue d'utiliser, c'est l'outil de la corruption. Ce régime va utiliser énormément de moyens. Donc, la corruption, c'est d'abord le fait de distribuer l'argent dans le pays, de créer une clientèle. Et ça a commencé avec le père, Gnassingbé Ier, qui a instauré la distribution de l'argent comme le deuxième versant de sa politique, consistant à briser les liens de confiance dans le pays. Donc, la gouvernance par l'argent, qui est le bras gauche de la gouvernance par la violence. Donc, d'un côté, le gourdin et le fusil. De l'autre côté, l'argent comme outil d'achat de conscience, de corruption, comme élément moteur de déstabilisation de la confiance et d'instaurer la méfiance entre les Togolais. Donc, le père, c'est-à-dire Gnassingbé Ier, a instauré la distribution de l'argent liquide dans le pays depuis des années pour acheter des consciences et faire en sorte de disposer d'une clientèle qui puisse lui rapporter des informations, créer une sorte de conflit entre les gens, entre ceux qui veulent et ceux qui vont régulièrement prendre ces billets de banque et ceux qui ne sont pas dans cette logique d'avaler ou bien de couper la viande de porc tout en sachant qu'ils ne la mangent pas. Donc, refus catégorique d'une partie de la population de céder à cette corruption généralisée du partage et de la répartition de l'argent par le biais des marches de soutien et de la corruption active avec des agents qui sillonnaient le pays pour corrompre les esprits.
et créer ainsi de la méfiance dans la population. Donc ça, c'est le deuxième élément que le régime va utiliser pour briser la confiance dans la population et entre Togolais. Ainsi, ceux qui ne prennent pas l'argent du régime voient ceux qui prennent, ceux qui vont chercher cet argent comme des traîtres, comme des gens avec qui ils ne peuvent pas réfléchir ensemble sur le combat à mener pour la fin de ce régime, créant ainsi une division profonde entre ceux qui vont chercher cet argent et ceux qui n'y vont pas, voyant cet argent comme entaché de sang et souillé. Lorsque nous étions à l'université de Lomé, ce régime distribuait de l'argent, les gens allaient prendre cet argent, nous étions une partie des étudiants qui n'avaient jamais osé, disons, s'approcher de ce magot, de cet argent que nous considérons comme sale, souillé, imbibé de sang et fondé sur le sang de notre population. Parce que ce régime est d'abord fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Sonipio. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, ceux qui allaient prendre l'argent de ce régime, lorsque nous étions à l'université de Lomé, nous voyons ces gens-là comme des ennemis à combattre. Absolument. Absolument. Donc, cet argent est un facteur de méfiance entre citoyens togolais soumis à ce même pouvoir. Parce que cet argent sert à manipuler une partie de la population. Et donc, dans mon développement, je vais montrer qu'il faut être capable de dépasser tout ceci pour pouvoir construire véritablement un outil de combat contre ce régime qui, même si il distribue de l'argent à une partie de la population, eh bien, cet argent n'est absolument rien par rapport à tout ce qui est détourné, par rapport à l'état du pays, par rapport aux défis qui nous attendent. Donc, ce n'est pas l'argent que les gens reçoivent qui doit les empêcher de réfléchir sur le long terme. Parce qu'il faut penser à ce que nous allons transmettre à nos enfants. C'est ça qui est essentiel. Donc, distribution de l'argent. Ensuite, distribution de biens. Donc, ce régime, étant violent, va utiliser non seulement la violence physique, mais aussi la violence psychologique. Et dans la déclinaison de ces violences psychologiques, il y a la faim qui est instaurée. Donc, non seulement l'argent va être distribué aux gens, mais aussi il y aura des biens matériels qui vont être distribués. Donc, des sacs de riz, de l'huile, des brosses à dents, des pâtes dentifrice, des petits gadgets qui vont être utilisés, des t-shirts, des casquettes, des petits trucs de ce genre-là pour humilier notre peuple et lui tendre un appât empoisonné. Cet élément matériel de distribution de biens va élargir le fossé entre les Togolais, ce qui fait que nous n'arrivons pas à construire des instruments de combat unifiés contre ce régime. Quatrième outil que ce régime va utiliser, c'est l'outil du travail. Si vous voulez travailler, si vous voulez trouver du travail, vous devez vous soumettre au régime. Vous devez faire acte de soumission, d'allégeance au régime pour pouvoir obtenir des postes dans l'administration. Cet outil de la fonction publique et même de travail dans le privé a fait que ce régime a créé une clientèle par laquelle passer ses idées, se présentant comme un régime qui fait du bien à une partie de la population, notamment sa clientèle à qui il trouve du travail. Donc, ceux qui vont utiliser les canaux du régime pour pouvoir trouver du travail et exercer un métier dans ce pays seront vus par l'autre partie qui n'est pas associée au régime,
qui n'a pas de travail, qui ne trouve pas du travail, qui n'est pas dans l'allégeance du régime pour pouvoir travailler et qui vit dans la misère, dans la souffrance, dans l'abandon, va pouvoir regarder en chaîne de faïence ceux qui sont soumis à ce régime et qui, de par leur soumission, vont pouvoir exercer des métiers aussi bien dans l'administration que dans le privé. Ensuite, ce régime va jouer sur le régionalisme en construisant un régionalisme qui n'existe pas en réalité. Donc, pendant longtemps et jusqu'à présent, ce régime continue de présenter le Nord d'une manière générale comme son fief et le Sud comme le fief de l'opposition, en gros. Et sur ce schéma-là, ce régime va calquer la fraude électorale pendant plusieurs années et continue de le faire d'ailleurs. Donc, création d'une gouvernance fondée sur le régionalisme, le Nord contre le Sud. Même si ces dernières années, ce piège a tendance à s'étioler et à être vu gros comme le nez au visage, ce régime ne s'empêche pas de continuer l'utilisation de ce régionalisme fabriqué de toutes pièces comme quelque chose de réel dans le pays, créant ainsi une méfiance entre citoyens du Sud et du Nord. Et sur la base de ce régionalisme, ce régime assassin criminel va fonder sa charpente. Toute la colonne vertébrale de ce régime va être fondée sur ce faux régionalisme construit de toutes pièces. Donc, ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui travaillent dans l'administration, dans la fonction publique, seront recrutés massivement dans le nord du pays, notamment dans un certain nombre de secteurs précis, le secteur de l'armée. En tout cas, les grandes responsabilités vont être confiées à des gens venant d'une certaine région. Et ce régime va faire comprendre à ces gens que si jamais ils lâchaient le régime, eh bien, ce sera l'autre région qui va prendre le pouvoir et qui va les massacrer. Donc, il va y avoir cette construction d'un régionalisme faux, fabriqué de toutes pièces, pour inscrire les Togolais dans une méfiance terrible. Même si, depuis 30-40 ans, ce faux régionalisme a été fissuré, de sorte qu'on voit très bien que les populations du Nord ne sont pas du tout dans cette ligne et ne respectent pas du tout la logique de ce pouvoir, eh bien ce pouvoir continue d'utiliser ces outils-là comme des leviers sur lesquels il s'appuie pour continuer son déploiement dans le pays. Ensuite, ce régime, quand ça l'arrange, va utiliser les gens d'une autre région, de ce que lui-même il appelle le fief de l'opposition. Il va recruter du monde dans cette région, faisant ainsi passer ses recrues pour des gens qui sont ses fidèles et fidèles, et puis ces recrues eux-mêmes montrent de l'allégeance et leur fidélité à ce régime. Ainsi, ceux qui, dans ces régions-là, ne sont pas du tout dans la logique de ce régime, voient leurs fils qui ont rejoint le régime comme des traîtres, comme des gens à bannir. Ainsi, la méfiance s'agrandit dans le pays. Au total, ce régime va utiliser l'ensemble de ces éléments, mis bout en bout, va concocter un ensemble, un arsenal assez puissant pour diviser, fragiliser les masses populaires dans le pays et instaurer un climat de méfiance énorme entre les Togolais. Donc, tous ces éléments dont je viens de parler vont créer un climat de délation d'agents du régime qui vont s'épier les uns les autres pour aller dénoncer tout ce qui peut s'apparenter à un refus ou à une contestation de l'ordre établi. Donc, tous ceux qui seront des rapporteurs
des délateurs seront rétribués, seront montés, vont connaître l'ascension sociale, vont être remerciés, vont avoir des biens matériels éphémères, mais des biens matériels quand même, et tout ceci va accentuer la méfiance qui est déjà instaurée dans le pays par l'assassinat de Sylvanus Olympio et la fin du projet indépendantiste togolais. Donc, en conclusion, ce régime va créer cette méfiance et cette méfiance sera encore une fois accentuée par les résultats électoraux fabriqués de toutes pièces. C'est-à-dire que ce régime diabolique qu'il est va fabriquer de faux résultats qu'il va donner, qui ne reposent sur absolument rien, à des régions, à des villes, à des villages, à des préfectures. Ainsi, ces préfectures-là, même si les Togolais ne sont pas dupes, dans leur grande majorité, un certain nombre de gens vont percevoir ces régions comme des régions favorables au régime, où il est absolument impossible de développer un courant contestataire fort allant dans le sens d'une coalition nationale pour pouvoir combattre ce régime et le vaincre de manière définitive. Donc, voilà comment ce régime a créé et continue de monter en épingle la méfiance dans le pays. Bon, ça c'est le premier pan de la méfiance entre Togolais. Le deuxième pan de la méfiance, donc de l'absence de confiance entre Togolais, c'est la situation parmi les Togolais de l'étranger, ce qu'on appelle communément la diaspora. Cette diaspora s'est constituée massivement dans les années 90, parce que c'est là que le régime a déployé toute la violence, c'est-à-dire le pic de la violence du régime a été atteint dans les années 90 à partir du moment où la contestation populaire a pris de l'ampleur. Cette diaspora, disais-je, s'est constituée dans les années 90. Beaucoup de gens sont partis du pays. Malheureusement, cette situation qui a consisté à fuir le pays, qui aurait dû constituer un ciment, une raison qui cimente les volontés et les moyens, les idées, les volontés, les moyens d'action à l'étranger, cela a plutôt contribué à créer un climat de méfiance entre Togolais de l'étranger. Donc, la fuite de son pays, qui en soi aurait pu constituer une raison suffisante pour que nous puissions avoir la confiance entre nous à l'étranger, cela est plutôt une source de méfiance entre nous. Parce que la répression qui nous a fait sortir du pays nous a mis dans une situation de crainte les uns envers les autres. Surtout ne pas dévoiler ses activités, surtout ne pas dévoiler son identité à l'autre. Parce que le risque de dénonciation, c'est-à-dire que le climat de terreur qui est instauré dans le pays depuis 1963 nous poursuit jusqu'à l'étranger. Donc, les Togolais de l'extérieur se comportent exactement comme s'ils étaient encore au pays. Et la méfiance est encore plus grande à l'étranger. Cette violence psychologique nous suit partout où on est. Donc, les Togolais de l'étranger vont être méfiants les uns envers les autres. Bon, ça c'est d'abord sur le plan psychologique, politique, disons mental. Ensuite, comme ce régime a poursuivi un certain nombre de Togolais jusqu'à l'étranger pour les assassiner, le cas de nos compatriotes au Ghana, le cas d'un certain nombre de gens qui dans la diaspora ont été empoisonnés par ce régime, a fait que les Togolais de l'étranger se craignent mutuellement. Ensuite, comme le régime a déclaré la guerre au peuple togolais aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger, ce régime va faire ce qu'on appelle de l'infiltration, va injecter ses propres agents dans la diaspora, donc va recruter dans cette diaspora,
va disposer des agents de renseignement au sein des Togolais de l'étranger pour le renseigner sur tout ce qui se dit, se fait, se pense parmi les Togolais de l'étranger. Ce qui augmente la méfiance entre nous, à l'étranger. Et puis, les mêmes instruments que le régime utilise à l'intérieur, donc la violence et la corruption, puisque quand la diaspora s'est constituée, ce que ce régime a utilisé le plus, c'est l'argent pour corrompre les idées, corrompre les volontés, atteindre les volontés, neutraliser les volontés et éviter que les volontés se touchent, se rencontrent et constituent un courant fort de combat. Donc l'argent va être utilisé. Le régime va recruter des gens parmi les Togolais de l'extérieur pour en faire ses agents de renseignement et ensuite un support essentiel de sa gouvernance. Donc la méfiance est ainsi créée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Alors, ces dernières années, ce régime s'est approché de beaucoup de gens parmi les Togolais de l'extérieur pour leur faire la cour, les draguer, de sorte à présenter le régime comme un régime qui est en constante évolution, passant du RPT à UNIR, ce qui encore une fois est une mutation formelle, alors que le fond est toujours là. C'est pour ça que vous allez toujours m'entendre dire le RPT. Moi, je ne dis jamais UNIR parce que c'est une guerre psychologique. C'est une bataille lexicale qu'il faut mener. Il faut continuer à appeler ce régime le régime RPT, puisqu'il s'agit véritablement du RPT. Parce que en utilisant le gommage, l'instrument de la gomme pour effacer le nom RPT, pour le convertir en UNIR, le RPT croyait gagner une bataille psychologique et une bataille lexicale sur nous. Il faut refuser ça. C'est pour ça que nous continuons d'appeler ce régime le régime RPT. C'est une bataille psychologique, c'est une bataille lexicale qu'il faut mener. C'est le RPT qui continue. Donc, le RPT va recruter parmi la diaspora en utilisant le fait qu'il ait changé, qu'il n'est plus le RPT, qu'il est désormais uni et que la gouvernance a changé dans le pays, qu'il y a des instruments d'une nouvelle gouvernance qui sont mises en place et que par conséquent, ce régime a besoin du soutien, de l'expertise des gens, des Togolais de l'extérieur pour pouvoir s'améliorer et se perfectionner. Donc, quelques personnes vont mordre à cet appât et vont effectivement se mettre au service et mettre leur intelligence au service de ce régime. Et ça a renforcé la méfiance entre Togolais de l'extérieur. Et puis, comme je le disais, ce régime a facilité le retour au pays d'un certain nombre de personnes de la diaspora. Et ce que ce régime fait également, c'est d'utiliser tous les instruments modernes, entre guillemets, pour créer de la division au sein des Togolais de l'étranger en faisant passer certains comme des opposants radicaux qui ne veulent rien entendre et quelques-uns qui seraient des modérés, qui seraient des progressistes. Et pour mesurer ce front dans les Togolais de l'étranger, ce régime va utiliser des choses comme la dernière trouvaille, c'est le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le HCTE. Bon. Ce régime va envoyer des missionnaires dans les Togolais de l'étranger, parmi les Togolais de l'étranger, pour leur faire la prédication, leur expliquant que pour que les intérêts des Togolais de l'étranger soient pris en compte, il va falloir qu'ils se constituent et se regroupent dans un outil qui s'appelle un haut conseil, où ils vont débattre et faire valoir leurs intérêts et leurs aspirations, en disant que c'est un premier pas vers la reconnaissance du droit de vote des Togolais de l'étranger, ce qui est un appât empoisonné. Et les services consulaires du Togo à l'étranger
vont jouer un grand rôle dans la déstabilisation des communautés togolaises qui n'arrivent pas à se constituer effectivement. Et ces ambassades vont être munies de moyens financiers énormes, vont aller corrompre des gens, vont financer un certain nombre d'associations pour dépolitiser massivement les Togolais de l'étranger avec de l'argent qui va servir à organiser des fêtes, des jeux de football et des choses de la sorte. Donc des grillades en été. Ce régime va instaurer via les ambassades de l'amusement parmi les communautés togolaises de l'étranger. Tout ceci avec un discours faisant comprendre à ceux qui veulent mobiliser les Togolais autour des vrais enjeux, lequel discours se présente comme « Ah, moi je ne fais pas de politique, nous ne faisons pas de politique, nous ne voulons pas discuter de politique. » Donc, il y a un discours de dépolitisation complet qui est instauré au sein de la diaspora togolaise. Ce qui fait que lorsque des fêtes sont organisées, vous avez massivement de monde, alors que lorsqu'il y a des réunions pour réfléchir ou des appels pour réfléchir sur l'avenir du pays, sur la reconstruction du pays, eh bien, il n'y a que très peu de monde. Et quand il s'agit de célébrer des anniversaires, de faire des fêtes, les Togolais qui sont à l'extérieur, qui sont dépolitisés massivement, répondent massivement présents, sont même à l'heure pour aller fêter, danser, s'amuser, parce que les services diplomatiques du Togo sont à l'œuvre pour dépolitiser massivement les Togolais de l'étranger, en faisant passer ceux qui restent constants, ceux qui essayent de garder une ligne patriote de lutte comme des gens avides de sang, les décrivant sur Internet et dans les réseaux sociaux et au sein de la communauté comme des chômeurs, des gens sans travail, des gens sans vision, des gens qui bénéficient de l'aide sociale ou des gens qui font des travaux subalternes, alors que nous tous, nous sommes des subalternes dans une société comme celle-ci. Et donc, les agents de ce régime vont calomnier, vont discréditer ces personnes au sein des communautés togolaises de l'étranger. Et à chaque fois qu'il y a des réunions qui sont organisées pour discuter du pays, il y a des agents du régime mandatés par les services diplomatiques togolais pour venir soit écouter et identifier les gens qui sont les plus éveillés dans le groupe et surtout prendre la parole avec un discours décousu, mensonger, décourageant et présentant la situation comme une situation qui ne peut jamais être résolue ou que depuis l'étranger, nous n'avons rien d'autre à faire que de continuer à envoyer de l'argent à nos proches. Donc, ce régime va utiliser tous ces moyens-là pour dépolitiser massivement les communautés togolaises à l'étranger. D'abord, éviter qu'elles se constituent réellement, mais aussi faire en sorte que lorsqu'il y a des noyaux et des bribes de ces communautés qui se mettent en place, que ces communautés-là ne puissent jamais avoir une cohésion et une capacité d'action fondée sur une communauté d'idées et une communauté de moyens. Donc voilà comment ce régime utilise tous les instruments possibles pour briser la confiance entre Togolais. Ensuite, à l'étranger, ce régime va donner des marchés, par exemple l'achat d'un certain nombre d'outils, d'automobiles, de matériel, à un certain nombre de compatriotes dans la diaspora, qui en quelques années vont devenir immensément riches et vont s'engargariser, vont dire, vous restez là, continuez à faire vos métiers de subalterne, vous n'allez jamais prospérer. Voyez, moi, en quelques mois, voilà que j'ai bénéficié des marchés, j'ai des offres du régime, je commerce, j'ai beaucoup réussi, j'ai de l'argent et j'ai réussi. Donc, si vous voulez vous aussi
réussir, si vous voulez arriver à construire de belles maisons, de belles villas au pays, il faut nécessairement que vous quittiez votre, entre guillemets, radicalisme infructueux pour vous inscrire dans la logique du consensus avec une volonté de fréquentation du régime pour pouvoir bénéficier des mêmes facilités. Donc, les Togolais de l'étranger qui vont pouvoir construire des entreprises et vont prendre des initiatives au pays n'auront jamais de succès parce qu'ils seront bloqués, alors que ceux qui sont pour le régime et qui travaillent pour lui seront favorisés, leurs affaires vont marcher parce que bénéficiant des marchés que leur donne le régime pour rétribuer leur allégeance, ces gens vont prospérer alors qu'une partie ne va pas prospérer. Le fossé de la méfiance davantage va s'élargir entre les compatriotes togolais alors que nous sommes tous soumis au même régime. Donc voilà quelques-uns des moyens que ce régime a utilisés pour briser la confiance au sein des masses populaires togolaises, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelqu'un me dit que les fêtes ou les occasions de loisirs ne sont pas nécessairement téléguidées par les ambassades. Il faut nuancer cette partie. Bien sûr, mais je l'ai dit. Je n'ai pas dit que tout est fait par les ambassades. Mais j'ai dit que les ambassades du Togo jouent un rôle essentiel dans ces fêtes-là, financent un certain nombre de ces manifestations de réjouissance populaire, mais surtout, le travail fondamental que ces ambassades et ces représentations diplomatiques qui font au sein de la communauté, c'est d'instaurer un discours de dépolitisation qui favorise ces fêtes-là, qui font que les gens nous disent, lorsqu'on les appelle, ils nous disent massivement, nous on ne fait pas de politique, ça ne nous intéresse pas. Vous faites ça depuis X années, quel est le résultat? Il n'y a rien, ils ridiculisent les initiatives patriotiques qui sont prises ici ou là, et lorsqu'il y a des fêtes, c'est là que vous voyez le gros des Togolais. Ça ne veut pas dire que c'est l'ambassade qui finance toutes ces fêtes-là, mais je dis que les services diplomatiques et les représentations diplomatiques et consulaires du Togo à l'extérieur font tout et tout pour que le discours démobilisateur de la dépolitisation s'élargisse, prenne corps, s'étende, de sorte que ce qui mobilise beaucoup plus les Togolais, ce sont les fêtes, les anniversaires et toutes les manifestations sportives et tout ceci, ponctué de caisses de bière à côté et de repas. C'est ça qui mobilise énormément. Voyez, donc le travail essentiel ici, ce n'est pas le financement de ces activités. J'ai dit que oui, les ambassades financent quelques activités du genre, mais surtout ce que ces institutions font, c'est de faire en sorte que le discours de dépolitisation, de démobilisation, de déconsidération du travail patriotique depuis l'étranger soit vu comme quelque chose d'improductif, de complètement squelettique et de complètement fou parce que ça ne rapporte absolument rien. C'est ça que j'ai essayé de démontrer. Donc, je ne dis pas que ces services-là financent toutes les fêtes qu'il y a dans la communauté. Loin de là. Je suis lucide là-dessus. Donc, voilà quelques instruments que ce régime a utilisés et continue d'utiliser massivement pour briser la confiance des Togolais, la confiance entre Togolais, de sorte que les Togolais soient tous dans l'incapacité de travailler ensemble, de mutualiser les idées et les moyens pour pouvoir bâtir un véritable mouvement insurrectionnel capable de l'emporter. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Alors, connaissant tout ceci, il nous revient à nous qui voulons faire évoluer les choses, qui voulons changer les choses, qui voulons aller vers la reconstruction de notre pays, tout d'abord de comprendre l'ensemble de ces mécanismes-là, de saisir l'ensemble des outils
qui sont utilisés par ce régime pour nous empêcher de travailler ensemble et de les dépasser. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est la reconstruction de notre pays sur des bases saines. C'est la reconstruction de notre pays et son progrès. Bon, il y a un autre moyen, c'est que ce régime, étant constitué d'opportunistes, d'arrivistes, et continuant de recruter des arrivistes et des opportunistes au sein de la communauté, au sein de la population, sur le plan national, ce qui se passe, c'est que il se crée dans le camp de ceux qui disent combattre ce régime une concurrence terrible. Parce que des gens s'imaginent que si X ou Y du régime a pu gravir les échelons et est allé aussi haut, moi aussi, dans le camp de la résistance, je peux aspirer légitimement à atteindre les sommets, même si je n'ai pas les capacités, même si je n'ai pas de fonds, même si je n'ai pas la matière, je peux prétendre jouer un rôle de premier plan. Donc, va s'instaurer une compétition malsaine au sein des Togolais de l'extérieur, où chacun va prétendre à la condition d'avoir quelques costumes et quelques papiers comme diplôme, va s'imaginer dans les habits du prochain président, ou de ministre, ou d'élu, de député, ou de ministre, ou de je ne sais quoi. Donc, au lieu de nous constituer en un mouvement puissant de combat autour des idées forces, autour des idées les plus pertinentes, nous allons nous tirer les uns les autres dans les pattes. Dans une logique de compétition, de m'as-tu vu? Pour qu'on dise que c'est moi qui ai le plus de présence et que c'est moi qui fais le plus de choses, même si ces choses-là se révèlent tout à fait à côté de la plaque, parce que les idées qui cadrent avec la problématique que nous avons ne sont pas mises en avant, chacun va de son côté, donc va s'instaurer une compétition malsaine, une rivalité de visibilité, ce que j'appelle la théâtralisation du combat, et ça va empirer la situation qui est déjà grave du point de vue de la méfiance qui existe entre nous. Voyez? Et puis, le régime, c'est de bonne guerre. Hein? Il va enrober tout ceci dans la propagation de fausses informations sur les uns et les autres, en discréditant les uns et les autres, les faisant passer pour, puisqu'on agit dans une logique de compétition, le régime va jouer là-dessus, en présentant les uns et les autres comme des gens qui sont des taupes qui travaillent en réalité pour lui en sourdine. Voyez, la moindre nuance entraîne de la méfiance. Et les gens vont dire, ça veut dire que ce gars-là, on nous a tout dit que c'est un agent du régime. Ça se confirme parce que vous avez entendu ce qu'il a dit, vous avez vu comment, voilà, parce que il n'y a pas d'idée directrice, d'idée maîtresse qui nous réunit. Donc, il y a une compétition de personnes. Donc, la compétition de personnes amène nécessairement à la neutralisation des personnalités, des personnages en présence. Et le régime ne va pas s'empêcher d'utiliser un discours de calomnie, de mensonge. Bon, parfois, c'est vrai que des gens travaillent pour le régime tout en se présentant comme opposants. Mais, je veux dire que tout ceci montre que le régime va aussi propager de fausses informations sur les uns et les autres, de sorte à éloigner de ces gens-là le maximum de Togolais possible pour éviter que ne se constituent autour d'eux de vrais patriotes capables de pouvoir assumer leurs responsabilités devant l'histoire. Donc, si nous connaissons tout ça, parce que tout ceci constitue l'arsenal que toutes les tyrannies voulant briser les volontés, c'est à nous de dépasser tout ceci, de comprendre les pièges qui nous sont tendus pour aller au-delà de ces pièges-là, pour pouvoir fonder véritablement
des instruments de combat les plus efficaces possibles. Encore une fois, ce travail-là, ça appartient à ce que j'appelle, que le Moltra a toujours appelé le leadership, qui veut conduire la renaissance du Togo, doit pouvoir faire un travail sur l'ensemble de ces outils-là pour développer les contre-outils capables de pouvoir neutraliser les armes dont le pouvoir se sert pour briser la confiance des Togolais, les uns envers les autres. Le régime nazi a utilisé des armes comme ça. L'Occident capitaliste, impérialiste, utilise des armes comme ça. Ça, c'est des choses que nous connaissons très bien. C'est des constantes de l'histoire. Discréditer l'adversaire, faire en sorte de créer des fausses informations pour éviter que ne se constituent autour des gens les plus lucides, les plus véhéments, les plus clairs, les plus dynamiques, les plus combatifs, de fausses informations, de sorte à éloigner de ces gens-là la masse, pour les esseler, minoriser leurs idées, minoriser leurs initiatives, les ridiculiser autant que faire se peut, mettre des agents contradicteurs en face de ces gens-là, pour les contredire et trouver toujours des failles dans leur raisonnement, dans leurs idées. Instaurer ce qu'on appelle le débat pour le débat, pour éviter que ne s'instaure un consensus autour d'une idée maîtresse. Instaurer ce qu'on appelle l'esprit de critique au lieu de l'esprit critique, pour élever, pour amener ceux qui pensent parmi nous à un niveau encore plus élevé. On va plutôt instaurer un climat d'esprit de critique pour trouver les plus petites failles possibles dans un raisonnement. Et ça, encore une fois, ce n'est pas forcément le régime qui l'utilise, mais entre nous-mêmes, l'esprit de méfiance et la compétition des vaincus, la compétition entre vaincus, fait que, eh bien, nous nous combattons les uns les autres en cherchant la plus petite bête possible. Au lieu de trouver le plus petit dénominateur commun, on va chercher le plus petit diviseur commun dans chaque idée, empêchant ainsi la constitution d'un véritable mouvement de libération. C'est normal. Ça, c'est des choses que lorsqu'un ennemi veut posséder un peuple, il doit forcément instaurer de la division, de la méfiance, de l'esprit de critique, du débat pour le débat. Les gens viennent dans des réunions, ils n'ont rien à dire, mais ils vont prendre la parole, ils vont contredire, ils vont tout faire pour tirer l'ensemble de l'architecture qui est bâtie, intellectuelle, conceptuelle, analytique, vers le bas, ridiculiser, créer le doute dans les têtes, dans les esprits, et faire en sorte que nous ne puissions jamais aller de l'avant. Parfois, ces armes-là sont intégrées par les sociétés et les peuples qui sont dominés, sont intégrés. Ce sont des outils qui sont intégrés et perfectionnés parfois par les peuples dominés qui les utilisent contre eux-mêmes, sans le savoir. Donc, il y a un vrai travail de désintoxication à faire dans ce sens-là, pour que les gens puissent comprendre que ce régime utilise beaucoup d'armes contre nous, lesquelles armes sont parfois assimilées et utilisées par nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui demande de l'humilité, de l'écoute, de la remise en question et de la volonté d'apprendre. De la volonté d'apprendre, de la disposition mentale pour pouvoir apprendre. Alors, quelqu'un me pose la question de savoir c'est quand le lancement de la caravane de sensibilisation. Nous avons lancé cette caravane depuis octobre 2017. Cette caravane intitulée Caravane de la Révolution populaire au Togo, avec thématique principale le rôle des Togolais de l'extérieur dans l'aboutissement de cette insurrection populaire qui est à venir. Nous l'avons lancée
en octobre 2017, ici en Suisse, à Berne. La première sortie a été faite à Berne. Bon, il y a des compatriotes d'Allemagne, de Belgique, de France, d'Angleterre, d'Allemagne qui devraient prendre la suite de cette première sortie. Ça n'a jamais été fait, pour différentes raisons. Nous avons élaboré des tests de cette caravane, nous avons conçu le visuel qu'il faut, nous avons mobilisé des compatriotes qui nous ont élaboré des outils visuels qui devaient être utilisés. Mais finalement, nous avons nous-mêmes saboté cette initiative par l'inaction, par notre inaction. Les gens n'ont pas voulu continuer cette caravane. Donc, la première sortie que nous avons effectuée en Suisse, on est resté là-dessus. Il n'y a jamais eu de deuxième sortie de cette caravane. Donc, nous avons remué terre et ciel pour que les compatriotes d'autres pays prennent la suite de cette caravane. Ça n'a jamais pu être fait. Alors, j'ai pris l'initiative sur moi de relancer ces compatriotes, d'aller vers eux à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce soir les raisons pour lesquelles cette caravane n'a pas suivi son cours. Ouais, donc, encore une fois, les idées forces, les idées les plus novatrices, les plus belles idées, nous les sabotons nous-mêmes. Nous les sabotons nous-mêmes. Et après, nous venons pleurer qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune initiative, que personne ne bouge, qu'on ne fait rien. Alors que les initiatives comme celle-là devraient être plébiscitées, devraient être arrachées par les Togolais de partout. Nous faire venir dans toutes les villes où il y a des Togolais, dans tous les pays où il y a des Togolais, pour pouvoir créer des structures pérennes de cette caravane, instaurer des points focaux de cette grande insurrection qui est devant nous. Mais les compatriotes de la diaspora ne sont pas motivés. J'ai relancé plusieurs fois l'idée de la caravane, mais personne ne répond. Personne ne répond. Bon, comme je constate que des gens ne répondent pas, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris nous-mêmes nos téléphones et les contacts, nous avons téléphoné aux gens, nous écrivons aux gens. Même aujourd'hui, même là, dans la journée d'aujourd'hui, j'ai encore contacté des compatriotes pour les relancer en demandant, mais est-ce qu'un jour on va pouvoir faire ça ou pas? Donc, les gens sont là, ils sont atteints par l'asthénie. L'asthénie, c'est une maladie se manifestant par la fatigue chronique, la fatigue avant même de faire l'effort. Donc, les gens sont fatigués déjà avant même d'entamer l'effort. Et ils disent qu'ils ont tout fait et que ça n'a pas abouti, donc ils ne veulent plus rien faire. On n'a même pas encore commencé tout ce que nous devons mettre en place pour pouvoir vaincre ce régime. Nous n'avons même pas encore commencé l'étape numéro 1. Les gens sont fatigués. Les gens sont déjà fatigués avant de commencer l'effort. Donc, je relance ces gens-là tout le temps. Je vous prie de laisser vos commentaires, de pousser les Togolais, de les pousser pour que nous puissions réaliser effectivement cette caravane. C'est primordial, c'est important, c'est un outil stratégique majeur que nous sommes en train de galvauder ainsi. Par notre lassitude, par notre incapacité d'action, par notre asthénie, nous tuons une belle initiative, une belle idée, comme la caravane. Nous sommes en train de la liquider. Par paresse, par asthénie, par manque de volonté, par manque de grandeur d'âme, par manque d'amour profond pour notre pays, pour notre peuple, nous sommes en train d'éliminer cette belle idée. Et tout le monde fait semblant de ne pas voir ça. J'ai publié, relancé, republié, republié cette idée. Allez voir le nombre de personnes qui ont relayé cette idée. Qu'est-ce qu'on a appris? Ce qu'on a appris aux dernières nouvelles, c'est qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui voulaient réaliser la caravane sans nous. Bon, évidemment que comme l'idée de la caravane ne vient pas d'eux, ils ne savent pas comment la mettre en œuvre. Mais ces gens sont partis, ce sont des compatriotes de lutte qui s'affirment,
qui sont là comme des compatriotes de lutte, qui aiment profondément le pays, au lieu de s'approcher de ceux qui ont émis l'idée de la caravane pour les renforcer, ces gens voulaient détourner cette idée de la caravane pour la réaliser eux-mêmes. Vous voyez comment on est? Et comme toute idée a une histoire et toute idée a un auteur, et l'auteur a son histoire, a son parcours, a sa vision, a réfléchi sur les possibilités de réussite et les possibilités d'échec de son idée, bien, si vous voulez voler cette idée-là, moi, ça me plaît bien. Si les autres compatriotes veulent réaliser une caravane dans le sens de forger un outil adapté au combat qui est devant nous, moi, je suis heureux que notre idée ait pu atteindre d'autres horizons et que d'autres Togolais, d'autres compatriotes du Togo s'en aient accaparé pour en faire quelque chose de bien. Mais il ne s'agit pas de ça. Je ne sais pas ce que ça coûte à un certain nombre de compatriotes de faire acte d'humilité, de s'approcher des gens en disant « Ah, je vous ai entendu parler de la caravane, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça peut être mis en œuvre ?» Et c'est un outil public, puisque si ce n'est pas un outil public, on n'allait pas le dire publiquement, c'est un outil public. Donc nous, on aimerait réaliser cette caravane. Est-ce que vous arrivez à nous donner un peu plus de détails sur comment vous l'envisagez, comment est-ce qu'on peut nous la mettre en œuvre. Parce que peut-être que nous n'avons pas les moyens de vous faire déplacer, on habite tel ou tel pays, donc voilà, mais on veut faire quelque chose et on aimerait que vous nous donniez les instruments pour pouvoir réaliser cette idée qui nous a plu et que nous trouvons bien, que nous voulons utiliser. Mais on ne veut pas faire ça. Voyez? Et lorsque vous venez à regretter ce type d'attitude, on vous dit que vous voulez qu'on ne parle que de vous et que vous soyez toujours celui qui est monté sur tous les toits pour dire que c'est vous seuls qui pensez, qui faites les choses et tout ça. Ouais, donc il se crée un mauvais esprit entre nous. Donc les plus belles idées qui sont mises en avant sont écartées, sont étouffées, détournées, plagiées, contraintes à l'échec parce qu'on n'a pas voulu admettre que ces idées viennent de quelque part et que ce quelque part a besoin d'être consulté au moins pour qu'il donne les ressorts de sa pensée et de la vision qui entoure cette pensée-là. Voyez? Donc, l'idée de la caravane, elle est toujours présente, mais la mise en œuvre devient difficile. Et c'est là que je me permets encore une fois, ce soir, de lancer un appel à nos compatriotes pour qu'ils saisissent la portée stratégique de cette idée de la caravane, de nous aider à la réaliser. Nous seuls, nous ne pouvons pas le faire. Si nous avions la capacité d'être partout, d'être omnipotent, eh bien, on aurait déjà vu la douleur que nous donne la situation de notre pays. On serait déjà en train de rebâtir le pays tout seul. Mais ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Donc nous avons besoin que des compatriotes dans un geste patriotique, de conscience patriotique, de volontarisme et d'intelligence individuelle et collective s'approchent de nous pour que nous puissions mettre en œuvre cette idée qui est une idée collective. Mais saboter, faire en sorte qu'elle échoue pour qu'on dise « Ah, voyez, Bogli, bon, voilà, c'est lui, bon, tout ça, la caravane ne prend pas, donc on le ridiculise. » Bah, si on échoue, c'est nous tous. Et l'Omengpea et Vemengpea, si cette idée échoue, c'est pas moi qui ai échoué. Des gens pensent qu'ils font mal la Bogli. On ne me fait pas mal, on fait du tort au pays. C'est comme les dirigeants de partis qui ont refusé nos idées au lendemain du 19 août 2017, qui ont refusé de nous écouter. Bon, ça a échoué. Aujourd'hui, l'échec est collectif. Nous tous, nous pleurons. Je ne dis pas que nos idées allaient peut-être changer le cours de l'histoire, mais il fallait s'en saisir pour voir si on pouvait réorienter stratégiquement la mobilisation populaire qui, jusque-là, n'avait pas encore rempli les conditions, les critères
d'une insurrection populaire qui avait toutes les chances d'aboutir. Non, il y avait de la mobilisation, mais cette mobilisation n'avait pas encore rempli les critères d'une insurrection populaire. Parce que l'insurrection populaire a d'autres règles, a d'autres principes qu'il faut connaître et mettre en œuvre. Et il suffit simplement de voir la gestion de la date du 19 août 2017 pour savoir que nous n'étions pas sur la voie du succès. Cette journée, la manière dont les soldats ont réussi à disperser la foule avec le nombre qu'il était montrait que le caractère insurrectionnel, révolutionnaire de cette mobilisation n'était pas encore là. Ayant perçu ça très rapidement, nous nous sommes mis à disposition dans un élan patriotique, sans ambition de prendre la place de qui que ce soit, fournir les instruments qu'il fallait, que l'histoire nous a montrés, pour réorienter et renforcer les capacités de cette mobilisation populaire, de sorte à lui donner toute la force, toute la puissance nécessaire pour la conduire vers le succès. On ne nous a pas écoutés. On ne nous a pas écoutés. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Bon, on a continué quand même à les soutenir. Et lorsque, au lieu de renforcer les capacités populaires d'organisation, de structuration et d'opération, donc de la tactique, ces gens ont coulé l'élan populaire qui jusque-là avait besoin d'être renforcé dans le béton du dialogue. Dès que nous avons senti ça, nous avons dit non. Il ne faut pas aller à ce dialogue, il faut plutôt travailler dans tel ou tel sens. Ils n'ont pas été écoutés. Donc, ils sont allés au dialogue. Nous avions dit, bon, ça va échouer. Ça a échoué, ils sont revenus. Nous avons dit que ce dialogue va renforcer le régime qui va faire des élections. Nous avions dit que le congrès du RPT à Thiéviers annonçait le plan du RPT. N'a pas été écouté. Boum, on a heurté le mieux. Le RPT a organisé des élections, soi-disant. Bon, a proclamé ses députés. Et bon, le RPT continue. Donc, vous voyez, à force d'écarter les idées les plus lucides, nous nous faisons du tort. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux gens qui pensent autrement qu'on fait du tort en refusant de les écouter. Mais on se fait du tort collectivement. Donc, je saisis cette occasion pour redemander aux compatriotes de véritablement saisir la portée de cette caravane et de nous aider à la réaliser. Je vous en prie. Aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a plus rien. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Le RPT s'est redéployé énormément. Et à travers les élections locales, mais c'est énorme. C'est un poker menteur que le RPT a joué pour se redéployer énormément. Là où le RPT était un tant soit peu absent, par le biais des élections locales, le RPT s'est redéployé et a instauré une fausse autorité locale qui va contrôler la situation. Donc les régions ou bien les villes, soit dit les municipalités qui seront gérées par par l'opposition, seront obligés d'agir selon le cadre étatique suprême qui est le RPT. Donc, le RPT va utiliser nos propres armes contre nous. Prochainement, vous allez voir. Donc, si nous ne saisissons pas la portée de tout ceci, pour voir que l'opposition institutionnelle, avec son raisonnement, ne peut que produire ce qu'elle a produit actuellement et que maintenant, il est l'heure pour que une opposition patriote, je ne dis pas patriotique, une opposition patriote se construise dès maintenant et prenne la suite des événements. Mais mes amis,
je vous dis que les années prochaines, et les mois prochains, les années prochaines, les mois prochains et les années prochaines nous annoncent quelque chose que nous n'avons pas encore vu dans ce pays. C'est ça qui nous empêche de dormir. Si nous nous tuons à écrire, à parler, à réseauter, à faire des choses, c'est tout simplement parce que nous n'arrivons pas à dormir. Ça nous fait très mal de voir nos pays dans cet état et de voir que la situation va aller à s'aggravant. Parce que les caisses sont vides et ce régime est obligé de mettre une pression fiscale énorme sur la population. Une pression fiscale énorme en créant des impôts partout et va continuer à en créer pour extorquer de l'argent à la population. Utiliser cet argent non seulement pour payer les dettes que ce régime a contractées pour ses propres besoins, parce que l'argent emprunté n'a pas servi à développer le pays, mais aussi utiliser les fonds que le régime va extorquer des Togolais pour acheter des armes, nourrir la partie de l'armée qui massacre la population pour que ce régime continue à vivre. Voyez? Et ceux qu'on appelle les bailleurs de fonds, qui sont en fait des voleurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il ne faut même plus dire bailleurs de fonds, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une bataille lexicale à mener, il faut appeler les choses par leur nom, les voleurs qui ont donné, qui dans un tour de passe-passe, ont passé de l'argent à leurs amis voleurs du RPT, demandent que les finances soient assainies, que la dette soit payée. Donc le régime va mettre une pression, va continuer à mettre la pression sur la population pour collecter des impôts et payer la dette. Dans le même temps, le Togo continue de s'endetter. Chaque mois ou chaque 2 ou 3 mois maintenant, depuis 2-3 ans, chaque fois, le régime lance ce qu'on appelle en économie des emprunts obligataires. Donc des bons. Des bons sont lancés, des bons de trésor et des prêts, des emprunts obligataires sont lancés sur le marché régional et international. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Togo va demander, va dire, bon voilà, j'ai besoin de 20 milliards de francs CFA. Et là, il y a une semaine, ils ont encore lancé un emprunt obligataire sur le marché international pour prélever, pour rechercher 20 milliards. Et ça, c'est un emprunt, c'est de la dette qui va être, ça veut dire que le Togo demande que des bailleurs de fonds lui donnent 20 milliards avec pour garantir les actifs de l'État. Vous voyez, donc les biens publics sont la garantie. Et ces emprunts-là sont à des taux très élevés que le Togo, que le gouvernement, enfin ce qui fait office de gouvernement du Togo doit payer. Et on laisse faire. Les gens ne comprennent pas tout ça. Et le RPT vient chaque fois dire « Ah, mais voyez, le Togo est bien, nous voulions prélever, nous voulions avoir 20 milliards, on a eu 30 milliards. » Ça veut dire que le Togo est un bon présente des garanties sûres. Donc nous, on est chanceux, les pays nous donnent de l'argent et tout ça. Sauf que c'est de la dette qui doit être payée par le contribuable. Vous voyez? Donc, ce régime va continuer comme ça. Et si nous ne comprenons pas tout ça, pour voir l'absolue nécessité que des patriotes s'élèvent maintenant, s'organisent autour de l'idée maîtresse qui est la reconstruction de notre pays à partir de sa libération, eh bien, les années à venir seront
extraordinairement compliqué pour nous. Parce que ce régime, comme je le disais en début de ce direct, a réussi à créer de la méfiance, à décourager les populations, désarmer mentalement les gens. Ce régime a désarmé mentalement la population qui se dit maintenant qu'elle ne fait plus confiance à personne d'ailleurs et que tout ce que nous racontons sur les réseaux sociaux étant loin du pays, que ça ne vaut rien, qu'ils ont tout essayé, alors qu'on n'a pas encore essayé les armes les plus adaptées à ce régime. Donc, ce régime a instauré ce que j'ai appelé l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue avant même de faire l'effort. Très bien, les Togolais ont sacrifié beaucoup de choses. Certes, mais si vous sacrifiez, si vous faites des efforts sur la base des idées qui ne sont pas adaptées au problème que vous avez en face de vous, ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé la résolution du problème. Donc, certes, nous reconnaissons qu'il y a des morts, il y a plein de choses, les Togolais ont sacrifié beaucoup de choses, mais ces sacrifices-là étaient faits sur l'autel d'une fausse piste ou de fausses pistes, parce qu'il y en a eu plusieurs. Maintenant, il va falloir revenir sur la voie la plus adaptée à ce régime. Et cette voie, c'est celle de l'insurrection populaire organisée, qui va fonctionner comme un tsunami, que rien ne peut arrêter. Mais ça s'organise, c'est un métier. Ça s'organise, ça se structure, ça se planifie. Et nous n'avons rien à cacher, hein. Nous le disons très clairement. C'est une constante de l'histoire que lorsqu'un peuple est maîtrisé, dominé, humilié, réprimé pendant longtemps, c'est clair que s'organise une insurrection populaire. Ça, c'est des constantes de l'histoire. Donc, c'est le rapport de force qui va être construit maintenant pour aller de l'avant. Et là, en ce moment-là, les sacrifices qui seront consentis seront de véritables sacrifices parce que là, on serait sur la voie du résultat. Voyez? Ni des appels au dialogue, aux réformes, aux élections et tout ce que vous voulez ne vont arrêter ce mouvement insurrectionnel. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Et le régime le sait très bien. C'est pour ça qu'il fait tout pour décourager la population, pour créer de la dissension, de la méfiance, salir les plus belles idées, ridiculiser les plus belles idées, les isoler, faire en sorte que ceux qui sont loin du pays, mais qui réfléchissent, qui pensent au pays, qui sont dans la gravité, dans la douleur, que ces gens-là soient isolés, qu'ils soient seuls dans leur coin. Comme ça, il n'y a aucune possibilité. Ainsi, le découragement sera instauré et les gens vont se dire qu'il n'y a plus rien à faire dans ce pays, qu'il faut laisser le RPT continuer ou alors qu'il faut partir du pays. Non, ce ne sont pas là les solutions. L'histoire nous a donné les armes, les outils qu'il faut pour combattre ce régime. Maintenant, il manque la volonté, il manque le pas décisif pour aller vers la constitution d'un véritable mouvement de libération. Et c'est à ça que notre peuple était un grand peuple. Et notre peuple est un grand peuple. Nous ne pouvons pas l'abandonner dans les mains des criminels. Est-ce que vous êtes là? Parce que je constate que la connexion a été coupée un moment. Si vous êtes là, continuez à vous manifester pour que je voie que vous êtes effectivement là. Parce que j'ai vu que ma connexion s'est arrêtée un moment. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, nous avons à bâtir un véritable mouvement de libération de notre pays pour arriver à sa reconstruction. C'est pour ça que nous continuons
à vous exhorter à nous rejoindre. Normalement, ce type de message ne doit pas être de la supplication. On ne doit pas... Normalement, des gens doivent venir d'eux-mêmes. C'est ça qui va montrer que les gens ont compris la nécessité, l'urgence de la situation. Les gens doivent être dans un engouement, une volonté d'essayer quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau, et de pousser le leadership à assumer ses responsabilités devant l'histoire. Ce n'est pas le moment de céder à la panique, à la méfiance, au découragement. Les Togolais auront tort de se décourager en ce moment précis, parce que le régime se dit que voilà, j'ai réussi à mettre tout le monde KO debout, qu'il a réussi à mettre tout le monde KO debout, et que les Togolais ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Si nous cédons, nous avons définitivement renoncé à notre liberté et à la renaissance de notre pays. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder au découragement. Il ne faut pas céder à l'asthénie, à la fatigue avant même d'entamer l'effort. Il ne faut pas céder à la paresse intellectuelle. Il faut réfléchir. C'est un moment de réflexion, d'introspection et de rétrospection, de voir ce qu'on a fait jusqu'ici. Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas marché? D'être lucide, d'ouvrir les yeux, de garder les yeux ouverts, de garder nos cerveaux allumés, de garder nos oreilles ouvertes et attentives, de garder nos yeux ouverts, nos cerveaux allumés et nos oreilles aux aguets pour entendre le message patriotique qui est en train de résonner actuellement. Et ce message, nous continuerons à le marteler. Il ne faut pas céder au découragement. C'est lorsque la situation est complètement bloquée que des patriotes se constituent pour dire que, très bien, l'opposition institutionnelle a mené la bataille jusqu'à ce point, eh bien, c'est la façon dont elle l'a menée ne nous convient plus. Maintenant, les patriotes vont prendre la suite. S'ils veulent nous suivre, ils vont nous suivre. Mais cette fois-ci, les choses seront menées par d'autres idées ou par une autre idée. Parce que c'est d'abord autour des idées que se réunissent des ensembles. Et nous avons fait l'inverse jusqu'à présent, en cherchant à faire l'unité des personnalités, des personnages qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas d'analyse commune de l'adversaire que nous avons en face de nous, de ses forces et de ses faiblesses, ni une analyse commune de nos propres faiblesses et forces. Ça, on n'a pas de destination commune. Parce que certains parlent de dialogue, d'autres parlent d'élection, d'autres parlent de réforme, d'autres parlent de négociation, d'autres parlent de transition, ainsi de suite. Donc, si vous réunissez ces personnalités dans une coalition, le résultat ne peut qu'être négatif. C'est pour ça qu'il faut d'abord trouver l'idée, le dénominateur commun. Il faut d'abord trouver l'idée commune autour de laquelle trouver maintenant ceux qui partagent cette idée-là et ensuite avancer. Donc, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment historique que nous sommes. Il n'y a pas de raison de se décourager. Il n'y a pas de raison de se décourager. Maintenant, il faut dresser l'oreille, ouvrir les yeux, allumer le cerveau, analyser chacun de nos discours pour voir qui est dans le vrai, qui est dans le faux, identifier, livrer, soumettre nos idées à la critique et faire en sorte que nous puissions nous bonifier et aller de l'avant. L'histoire nous appelle. Nous ne pouvons pas refuser à lui répondre. Nous ne pouvons pas refuser l'appel de l'histoire. Nous pouvons retarder cet appel, mais nous ne pouvons pas refuser à lui répondre. Et les Togolais de l'extérieur doivent savoir que c'est maintenant qu'ils ont un rôle décisif à jouer. Nous les avons interpellés depuis plusieurs années sur leurs responsabilités. On ne nous a pas pris au sérieux. Maintenant que les choses sont telles qu'elles sont, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et le Moltra vous appelle à vous soumettre à l'autocritique, à faire en sorte que nous puissions nous retrouver autour de la seule idée qui s'impose
à nous maintenant, à cette époque historique que nous sommes, l'idée de l'insurrection populaire. Mais cette insurrection populaire, avant qu'elle n'aboutisse, elle a besoin fondamentalement d'être organisée. Elle a besoin d'être organisée. C'est là que se trouve toute notre faiblesse jusqu'à présent. La construction du rapport de force, elle se fait de manière méthodique. Et l'histoire nous a déjà donné raison. Je le dis encore une fois, l'histoire nous a déjà donné raison. L'histoire est de notre côté. La victoire est de notre côté. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a été vaincu de manière durable par une armée aussi organisée soit-elle. Que l'armée de Fonya Singbe soit, comme le dit la propagande, la mieux organisée de la sous-région ou même de l'Afrique et même du monde entier, ça n'enlève rien à cette vérité historique qui est que aucun peuple n'a été vaincu par une armée aussi mieux organisée soit-elle. Mais pour que cette armée ne triomphe pas du peuple, des masses populaires, ces masses populaires ont besoin d'être organisées et structurées. Voilà tout notre défi. Voilà toute notre responsabilité. C'est pour cela que, en revenant, pour conclure, parce que je vais conclure s'il n'y a pas de questions, c'est de dire que la période appelle la gravité. Et cette gravité indique le sens de nos responsabilités. Responsabilité dans la mesure où nous appartenons à un peuple défait, qui est dans la douleur, qui est dans la perte de la maîtrise physique de son espace, qu'il ne contrôle plus du tout. Notre peuple est devenu le jouet de tout le monde, y compris de ses enfants les plus cyniques, les plus méchants, les plus idiots, les plus bêtes, les plus criminels. Notre peuple est devenu un jouet entre les mains de tout le monde, à commencer par ses enfants les plus cyniques, les plus criminels, les plus méchants, qui n'aiment pas notre peuple, qui soumettent notre peuple à leur ventre. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne doit pas continuer. Proclamer cela, c'est nous appeler à l'action. Mais les actions qui aboutissent, ce sont les actions qui sont les mieux préparées. Les victoires qui sont les plus faciles à remporter, ce sont les victoires qu'on prépare. Donc, l'étape de la préparation, c'est-à-dire l'organisation, la structuration, la planification, sont des phases incontournables si nous voulons gagner. C'est pour cela qu'il ne faut pas ridiculiser ces idées. Écartons la méfiance que le régime a créée au sein de nous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Encore plus à l'extérieur. Et travaillons autour des idées les plus lumineuses, dans la discipline, dans la vérité. Parce qu'il y a trop de faux prophètes parmi nous. Aussi, il y a trop de faux prophètes, des gens qui nous trompent, des gens qui nous caressent dans le sang du poil et qui neutralisent notre capacité d'action. Donc, nous avons un travail à faire. C'est d'abord de dire, de révéler au peuple, à notre peuple, les instruments que le pouvoir utilise pour briser sa confiance et empêcher que ne se constituent des groupes organisés capables de mutualiser les idées et de mutualiser les moyens et construire, montrer que le fait même de déceler ces outils que utilise le pouvoir, c'est déjà les vaincre et de montrer que notre pays a besoin d'être reconstruit sans exclusion de qui que ce soit. Mais ceux qui sont méchants parmi notre peuple, qui utilisent les faiblesses de notre peuple pour leur ventre, qui détruisent notre peuple, qui collaborent à la colonisation de notre peuple, ces gens-là, soit ils renoncent à leurs activités, soit ils trouveront le peuple sur son chemin. C'est une loi de l'histoire, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que répéter ce que l'histoire nous a enseigné. Voyez? Donc, ce travail-là, nous devons le faire. Et nous devons
recoudre les liens de confiance entre nous, parce que ce pays nous appartient à nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans considération d'ethnie, pourvu que nous soyons dans la logique de la renaissance de nos peuples. Faisons-nous confiance et travaillons sur la base de l'idée que recommande la période. C'est l'idée de l'insurrection populaire organisée et conduite par un leadership visionnaire, capable de méthode, de stratégie et de patriotisme jusqu'au bout. Quant aux Togolais de l'extérieur, je nous demande encore une fois de faire preuve d'intelligence et de transformer la douleur de l'éloignement de notre pays en une raison de forger des armes de sa libération et de sa reconstruction. L'histoire nous a montré que lorsque la situation est compliquée dans un pays, la solution vient très régulièrement, sinon uniquement, des enfants de ce pays ou de ce peuple qui vivent à l'extérieur. Mais pour cela, il faut vivre d'abord l'éloignement du pays comme une souffrance. Il faut vivre le fait de ne plus être dans notre pays comme une souffrance, comme une douleur, comme une perte qui doit être résorbée par notre retour dans notre pays et nous mettre à sa disposition pour lui donner le meilleur de nous-mêmes. Cela veut dire que là où on a chuté ne peut devenir un lieu de restauration. Le hasard et les vicissitudes de l'histoire nous ont parachutés à l'extérieur, ce qui n'est pas notre cadre naturel. La seule obsession, la seule chose que nous devons garder à l'esprit, c'est notre volonté de retourner dans notre pays. Mais dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. C'est pour cela que notre responsabilité dans la construction d'un véritable mouvement insurrectionnel populaire est démultipliée. Les exemples historiques foisonnent en ce qui concerne la responsabilité des enfants d'un pays vivant à l'extérieur, dans la libération de leur pays. J'en ai donné plusieurs fois. Donc, taisons les calomnies entre nous. Taisons la mesquinerie. Disons à bas à la mesquinerie. Disons à bas à la méfiance, à l'esprit de la fête qui fait que nous avons désarmé nos cerveaux. Nous avons désarmé notre volonté collective dans le sens de l'action libératrice. Laissons ces fêtes-là de côté et consacrons-nous à la tâche essentielle qui est la nôtre, c'est-à-dire notre apport intelligent pour la reconstruction de notre pays à partir de sa libération. Si nous n'assumons pas ces responsabilités, nos enfants nous questionnent. Nous questionnerons et nous questionnerons dans nos tombes. Nos enfants nous questionnent déjà maintenant. Ils vont nous questionner quand nous serons en incapacité physique de faire quoi que ce soit à cause de l'âge. Et quand nous serons dans nos tombes, nos enfants nous questionneront encore. Parce que nous aurons été des lâches, des incapables, des gens qui ont désarmé et qui ont accepté la situation d'humiliation faite de fer, de chaînes que nous allons transmettre à nos descendants. Et ça, c'est l'héritage le plus nocif, le plus humiliant, le plus inacceptable qu'un peuple puisse transmettre à ses enfants. Voilà pourquoi nous devons faire preuve de courage, de lucidité, pour comprendre que la période nous appelle et que nous ne pouvons pas rester insensibles à cet appel-là. Nous devons changer nos manières de penser et de travailler. Les idées sont là. Nous avons besoin des gens, des patriotes, des gens qui sont dévoués, des gens qui
n'ont pas peur et qui sont capables de mettre aussi bien leur corps que leurs moyens matériels en jeu pour que nous puissions aider notre peuple. Parce que ce peuple crie à l'aide. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas rester dans nos petites divisions, dans nos petites querelles de bas étage pour ne pas lui venir en aide. Car l'histoire nous observe et nous jugera. Et l'histoire nous jugera sur la base de ce que chacun aura apporté. Voilà ce que je tenais à dire. Refusons de céder à la méfiance qui est construite de manière scientifique et inoculée à nous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bloquons ces instruments et revenons à la vérité, revenons à la nécessité de nous fédérer autour des idées. Je ne dis pas qu'il faut fédérer tout le monde. On n'arrivera même pas à fédérer tout le monde. Mais d'abord d'identifier et de reconnaître des idées forces qui sont parmi nous, qui circulent parmi nous, de les promouvoir, de les imposer et de travailler autour de ces idées désormais. Dans la discipline. Ça veut dire que s'il y a une hiérarchie, elle doit être respectée. Parce que ce n'est que comme ça que les peuples se sont affranchis et se sont reconstruits. Bonne soirée chez vous. À bientôt.